Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh sous un tonnerre d'applaudissements qui marque les prémices d'un état totalitaire et sanglant. Le Cambodge plonge alors dans les années sombres de ce que le nouvel ordre nomme la libération. Noyée sous un torrent d'habits noirs qui teinteront bientôt l'intégralité du pays, la ville s'affaire. Et dans le vacarme assourdissant des gémissements, mêlés au cliquetis des brancards traînés dans les rues sableuses, les citadins entament une marche forcée vers les champs de la mort. Et parmi la masse informe qui se déverse dans les campagnes sous le soleil brûlant du mois d'avril, il y a Lung et sa famille. Du haut de ses 5 ans, la petite est témoin des pires sévices qu'un régime puisse infliger à ses propres citoyens. Entre déracinement, famine et exécutions arbitraires, Lung Ung reprend possession de sa voix d'enfant pour nous conter l'histoire qui fut la sienne, et par là même, celle des 2 millions de citadins traqués et tués pour avoir eu le malheur de n'être pas jugés conformes aux valeurs de l'Angkar. L'écriture est un art fluctuant, et nombreux sont les écrivains qui pâlissent devant l'évidence de l'éternelle page blanche, qui semble emporter avec elle nos mots et nos sens. Et c'est en cet endroit immaculé que je me trouve aujourd'hui, devant cette impossibilité à exprimer par les mots l'une des histoires les plus poignantes qu'il m'ait été donné de lire. Comment vous transmettre les émotions que j'ai pu ressentir en parcourant cette œuvre remplie de la pureté simple de l'enfance? Comment mettre en mots un récit à la beauté si insoutenable, puisque personne d'autre que l'auteur ne serait à même de détenir les mots justes qui sauront ouvrir une fenêtre sur ce passé troublé par les ténèbres. Lung Ung est une survivante de l'un des régimes les plus sanglants de notre histoire, et derrière sa beauté solaire, cette auteure conférencière et militante des droits de l'homme cache un passé alourdi par la conséquence de la folie utopique des hommes. Installée aux États-Unis avec une partie de sa famille vers l'âge de 9 ans, Lung Ung passe 15 années de sa vie à tenter de se conformer à la vie américaine, espérant ainsi oublier son passé douloureux. Âgée de 5 ans à peine, à l'époque des faits, cette dernière a vu son pays anéanti par l'idéologie meurtrière des Khmers rouges, dont les dirigeants, par leur soif insatiable de pouvoir, ont réduit le Cambodge à feu et à sang durant près de 4 ans. Sortie miraculeusement vivante de cet asservissement forcené, ayant décimé pas moins de 2 millions de personnes, c'est vers l'âge de 30 ans que Lung entreprend, au travers de son célèbre ouvrage « D'abord, ils ont tué mon père », un travail d'écriture par lequel elle tentera de reconstituer sa mémoire personnelle et collective. L'œuvre paraîtra pour la première fois en 2000 aux éditions HarperCollins pour la version américaine et aux éditions J'ai lu pour la traduction française. Et cette dernière a tant impacté les lecteurs par sa vérité aussi brutale qu'innocente qu'elle s'est vue adaptée en film en 2017. Portant le même titre que l'œuvre originale, le film narrant la vie de Lung, que vous pourrez par ailleurs retrouver sur Netflix, a été produit par 2 grandes figures du cinéma, à savoir Angelina Jolie et Ritipan. Ce dernier, peut-être moins connu en dehors de sa niche cinématographique, est également un survivant du régime Khmer rouge, consacrant son art au travail de la mémoire de cet épisode douloureux de l'histoire du Cambodge, et auquel j'espère pouvoir un jour consacrer l'une de mes vidéos. Avant de nous lancer dans l'analyse de l'œuvre testimoniale de Lung, il me semble nécessaire d'évoquer brièvement l'histoire encore quelque peu méconnue du Cambodge, qui, avant de plonger dans 4 années d'horreur, a connu une période de prospérité, avant d'entamer une chute qui le mènera tout droit vers l'enfer Khmer rouge. Comptant parmi l'une des plus importantes civilisations de l'Asie du Sud-Est, le monde Khmer étend son empire du 9e au 13e siècle après Jésus-Christ, comprenant en son territoire le sud du Vietnam, le Laos et une partie de la Thaïlande et de la Malaisie. Sous le règne du roi Jayavarman II, en l'an 802, le monde Khmer, alors divisé en différents royaumes, connaît une réunification, et la région d'Angkor, certainement de par sa proximité avec le lac Tonlé Sap, est choisie pour édifier la nouvelle capitale de l'Empire Khmer. Déjà passé maître en matière de construction de temples grandioses, la civilisation Khmer prend un nouveau tournant sous le règne de Jayavarman II, s'expertisant alors dans la création de réseaux hydrauliques qui permettent le contrôle de la production de riz
en période de grande sécheresse et lors des moussons. Mais c'est au XIIe siècle, sous le règne de Suryavarman II, que la titanesque œuvre architecturale d'Angkor Wat verra le jour. Édifiés en hommage au dieu hindou Vishnu, dieu du soleil, les temples d'Angkor rentrent dans la légende et deviennent alors le symbole du Cambodge, ornant jusqu'à ce jour le drapeau du pays. Après près de 600 années de prospérité, la civilisation khmer entame son déclin entre le XIVe et le XIXe siècle. Déchirée par les guerres, tiraillée entre les Thaïs et les Vietnamiens, engourdie par l'arrivée des premiers occidentaux sur le territoire, l'Empire khmer fait alors place au Cambodge, qui connaîtra 100 ans de protectorat français, jusqu'à son indépendance en 1953, sous le nouveau nom de Royaume du Cambodge. Le pays tente de consolider son pouvoir, mais le trouble semé par les Khmers rouges, nom donné aux divers mouvements communistes du Cambodge dans les années 60, oblige la destitution du roi Norodom Sihanouk le 18 mars 1970, au profit du maréchal Lon Nol, qui reprend à la suite d'une élection la direction du gouvernement au mois de juin 1972. Étourdi par son déclin progressif, affaibli politiquement par des années de colonisation du royaume de Siam et du royaume d'Annam, le Cambodge devient un terreau fertile à la constitution de ceux que le roi Norodom Ier a nommés les Khmers rouges. En tentative de lutte contre la colonisation et la tutelle française, se crée le mouvement communiste dans les années 40, le PC ou Parti communiste. Ce même parti coopère avec le mouvement communiste vietnamien, créant alors le Parti révolutionnaire du peuple khmer ou PRPK, avec à sa tête Son Ngoc Min, Sieu Heng, Tu Samut et Chan Samay, respectivement cofondateurs du parti, chargés des affaires militaires, chargés d'éducation idéologique et chargés des affaires communistes. En 1960, sous la direction de Tu Samut, de Nguyen Chea et de Salotsar, le PRPK change de nom et devient le Parti des travailleurs du Kampuchéa, aussi nommé PTK. L'assassinat du numéro 1 du parti, Tu Samut, permet à Salotsar, connu plus tard sous le nom de Pol Pot, d'en prendre la direction en 1963. Le nom du PTK se voit alors lui-même remplacé par celui de Parti communiste du Kampuchéa, ou PCK, sur décision de Salotsar lui-même en 1966, l'émancipant par la même occasion des communistes vietnamiens auxquels le parti était toujours rattaché. Les principaux dirigeants du nouveau parti, Salotsar, Nguyen Chea, Son Sen, Khieu Sampan et Ieng Sary, visent alors au renforcement de leurs liens avec la Chine, ainsi qu'à une consolidation avec la partie du peuple dite des zones libérées. Le coup d'État de 1970 du maréchal Lon Nol contre le roi Norodom Sihanouk donne l'avantage au PCK, dont l'exercice du pouvoir dans les provinces se voit renforcé par le soutien de la population, qui n'accepte pas la déchéance du monarque et qui se sent davantage soutenu par les troupes Khmers rouges, qui leur fournissent eau et nourriture. En avril 1973, les États-Unis, qui soutiennent la République khmer, feront pas moins de 300 000 morts après le largage de 500 000 bombes sur le Cambodge. Suite à plusieurs années de guerre civile, l'armée du PCK atteint les portes de la capitale le 17 avril 1975. Le même jour, le prince Sisowat, Long Boret et Lon Noon, 3 hauts dirigeants de la République khmer, sont exécutés dans le même temps qu'une centaine d'officiers, de soldats et de fonctionnaires du gouvernement Lon Nol. En cette même date, le Cambodge sombre dans les années les plus obscures de son histoire, au cours desquelles, en moins de 4 ans, sera décimé le quart de la population khmer dans ce que l'on nommera plus tard les champs de la mort, en sinistre référence au camp de la mort nazi. Lorsque l'on est un habitué du genre, l'on peut aisément se rendre compte que toute œuvre testamoniale dispose d'une temporalité à part entière. Si sensiblement similaires et pourtant si éminemment différentes, ces œuvres sont le reflet du traumatisme de l'écrivain survivant. Et l'ordre dans lequel s'y transcrivent les souvenirs peut nous donner un indice sur la visée de l'ouvrage et sur la raison même de son existence. Il est des œuvres au récit si décousu et hésitant qu'elles nous plongent dans les méandres mémoriels de l'auteur, rendant alors difficile d'y déceler les temporalités. Nous nous retrouvons ainsi tantôt projetés dans un passé lointain, tantôt dans un présent immédiat, et pour autant, parfois lui-même aussi brumeux et incertain que les douloureux souvenirs d'antan. L'on se promène ainsi dans les profondeurs de la pensée traumatique du rescapé, en nous heurtant à des phrases qui peuvent nous sembler incomplètes, ou à des paragraphes avortés, en stigmate des souvenirs furtifs et répétés qui se font les témoins d'un traumatisme éternel.
D'autres auteurs font le choix d'une chronologie des faits déconcertante, où la méthode et l'organisation semblent exister dans un but de reconstitution du passé qui leur permettrait à la fois d'attester de la véracité des faits établis, tout en entamant une reconstruction psychique en tentant de remettre de l'ordre et de la cohérence dans un événement qui sort de l'entendement. Qu'il semble ne représenter qu'une infime part du récit traumatique, ou bien qu'au contraire, il règne en maître sur l'ouvrage tout entier, qu'il se fasse prélude de l'histoire à venir, ou qu'hasardeux, il se fragmente tout au long de l'œuvre, devenant l'écho lointain d'un mal ineffable, le récit de l'Avent semble, tel qu'on a pu le voir dans de précédentes vidéos, être l'un des points fondamentaux du genre du témoignage. En empreinte confuse d'un passé paisiblement ordinaire, le récit de l'Avent est au cœur même du traumatisme. Il est le vestige brumeux d'une vie à jamais inaccessible, et la douloureuse réminiscence d'un ancien temps harmonieux mais révolu. Dans son ouvrage, Lung Hung fait le choix peut-être inconscient d'un récit structuré, qui introduit son témoignage par le souvenir des quelques années d'enfance joyeuse qu'elle a pu passer à Phnom Penh. Et malgré le fait que les œuvres de témoignage sont nombreuses à débuter leur récit en remettant en contexte un passé harmonieux qui se verra brisé par des années de misère, l'œuvre de Lung Hung se démarque par son attrait au sens. En tant que lecteur, nous nous retrouvons alors désarmés face à tant de détails émanant des souvenirs d'une petite fille d'à peine 5 ans. Puisqu'en effet, l'auteur décrit le quotidien phnom-pénois avec tant de précision que nous sommes comme projetés avec elle dans le passé. Par sa narration au présent et son souci du détail, Lung Hung nous agrippe par sa main d'enfant, pour nous emmener avec elle dans ce monde qui fut le sien. Nous découvrons alors la réalité de la capitale cambodgienne, avec son soleil brûlant et sa population éclectique. Nous arpentons les rues et les maisons, apprenant à connaître les différentes classes sociales selon l'étage auquel chacun vit. Les plus aisés habitent dans les appartements en hauteur, les plus pauvres résident souvent au rez-de-chaussée. Les plus misérables, eux, logent dans des quartiers improvisés où s'étendent des tentes à perte de vue. Il nous suffirait alors de fermer les yeux pour entendre les pneus des cyclopous frôler les routes poussiéreuses de la capitale, pour humer les odeurs de nourriture émanant des charrettes de marchands ambulants, pour sentir le parfum des beignets fumants surcharger nos narines, pour évoluer dans les rues de la ville, portés par le vacarme des moteurs et le chahut des enfants du quartier. Dans son écriture des sens, Lung Hung met l'accent sur la couleur. Nous sommes ainsi noyés par l'éclat du rouge des robes, qui se mêle au corsage bleu électrique et aux dorures des bijoux portés par sa mère et ses sœurs. Et bien que se faisant certainement la conséquence du jeune âge de l'auteur à l'époque, dont l'esprit enfantin est peut-être davantage focalisé sur les sens de l'odorat, du goût et de la vue, l'écriture de ces sensations n'en sert pas moins à marquer la différence avec le monde nouveau qui s'en vient. Un monde où l'odeur douceâtre de la mort viendra bientôt remplacer le parfum enivrant d'une soupe chaude, où le rire des enfants fera place à l'écho incessant des coups de pioche dans la terre, et où les couleurs seront abolies au profit de l'éternel habit noir voleur de singularité. Lung fait ainsi de nous les témoins indirects de la déchéance d'une nation et d'une enfance volée. Elle nous emmène découvrir son quotidien fait de vols de bonbons et d'écoles buissonnières que pour mieux nous amputer à notre tour de ces moments de bonheur, de la même manière qu'elle-même s'est vue privée de tout ce qui lui était cher. Elle nous décrit dans le détail jusqu'à l'intérieur de son domicile. Nous nous prenons alors à déambuler dans les couloirs, à visiter les différentes salles composant l'appartement familial. Nous tendons l'oreille pour entendre les chamailleries entre frères et sœurs. Nous observons sa mère se préparer avec le même regard émerveillé par le scintillement des boucles d'oreilles dorées. Ainsi, les 2 premiers chapitres de l'œuvre nous présentent la grande famille Hung, et l'arbre généalogique présent dans les premières pages de l'ouvrage se révèle utile pour dissocier chacun des membres. En ce mois d'avril 1975, Meng, l'aîné de la famille, est âgé de 18 ans. Lung le décrit comme une personne douce, responsable, aimante et admirée par le reste de la fratrie. Kui, âgé de 16 ans, est d'un tempérament radicalement opposé à celui de son frère aîné, et semble plus acerbe et sévère envers ses cadets. Vient ensuite Kiv, la première sœur de la fratrie, une jeune fille de 14 ans, un tantinet bavarde et qui semble toujours avoir le dernier mot. Cette dernière est suivie par Kim, âgé de 10 ans, un petit garçon plein de vie, passionné de films d'arts martiaux. Chu, elle, a 3 ans de plus que Lung. D'un tempérament calme, réservé et obéissant, elle semble être aux antipodes de sa petite sœur, dont la personnalité impétueuse et pleurnicharde contraste avec le reste des filles de la famille et ne manque pas de provoquer la discorde entre les parents. Vient ensuite Geek, la petite dernière âgée de 3 ans, et dont la relation exclusive avec la mère fait pâlir la petite Lung de jalousie.
Vous devez sûrement commencer à vous habituer au récit familial, si substantiel aux littératures de témoignages. Véritable abri consolateur et rassurant, la famille se trouve fréquemment au cœur du récit de l'Avent. Cet élément d'apparence tant ordinaire cache en réalité une puissante symbolique. Dans un contexte totalitaire où l'individu même est réduit à néant, dénigré, traqué et massacré, la famille, qui tient déjà une place primordiale dans nos vies confortables, se positionne alors sur un véritable piédestal. L'environnement et les relations familiales deviennent le dernier refuge protecteur des victimes, la dernière racine à laquelle se raccrocher. Et dans le présent de l'écriture, ce cocon intime, réconfortant et pourtant si lointain représente alors encore davantage. Il est le souvenir timide d'un passé paisible et ingénu, d'un amour salvateur perdu et d'un doux quotidien aujourd'hui éteint. Et dans l'œuvre de Lung Hung, l'histoire familiale est d'autant plus importante qu'elle est le noyau même du récit. Âgé d'à peine 5 ans à l'époque des faits, c'est son univers tout entier qui tourne en orbite autour des figures maternelles et paternelles. Et c'est alors tout naturellement que l'ouvrage s'ouvre sur une description détaillée des parents et de la relation que l'auteur entretient avec eux. L'on fait alors la connaissance d'une matriarche quelque peu stricte, mais bien engagée dans la vie familiale, tenant d'une main de fer l'éducation de ses enfants, et pour qui la bienséance est une arme sociale que l'on se doit de développer. Et cette figure maternelle semble être en contradiction totale avec la personnalité sauvageonne de Lung, dont le tempérament de feu ne sied pas tout à fait aux manières d'une fille de bonne famille. Cette divergence de caractère est d'autant plus apparente qu'elle contraste avec la relation qu'entretient la petite avec son père. En effet, là où l'éducation rigoureuse de la mère cherche à conformer la fillette au savoir-vivre cambodgien, la tolérance du père la pousse au contraire à embrasser son tempérament curieux et passionné. Et ce dernier semble davantage investi dans son développement émotionnel, spirituel et moral que dans la correction d'un comportement jugé comme étant socialement moins acceptable. Lung entretient alors une relation presque fusionnelle avec son père. Tous deux se comprennent et se fascinent, et semblent retrouver chez l'autre une part de leur moi profond. Et le comportement des deux parents avec leur progéniture peut s'expliquer au travers de leur histoire personnelle. D'origine chinoise, la mère grandit au sein d'une famille émigrée au Cambodge et d'apparence plutôt aisée. Le père, lui, est né au sein d'une famille pauvre, dans un village de la province de Kampong Cham, et devient moine à l'âge de 18 ans. En faisant la rencontre de celle qui deviendra la mère de ses enfants, ce dernier abandonne la vie de monastère pour s'engager au sein de la police où il finit par intégrer les services secrets du prince Sihanouk, avant de quitter cet emploi pour tenter sa chance dans les affaires. Suite à la chute du gouvernement du prince Norodom Sihanouk, il se voit recruté par le gouvernement de Lon Nol. Et malgré ses réticences à rejoindre de nouveau les services gouvernementaux, ce dernier accepte sous la contrainte, craignant d'être accusé de traîtrise et de se voir éliminé par le pouvoir en place. Cette histoire familiale jouera malheureusement un rôle capital dans la survie de la famille Hung sous l'égide des Khmers rouges, dont l'idéologie s'évertue à combattre non seulement les administrations des gouvernements précédents, mais aussi et surtout à traquer ceux que le nouveau pouvoir en place juge comme ayant pris part à la société capitaliste d'antan. Ainsi, malgré les origines du père, qui a connu la misère et dont l'ingéniosité et la détermination ont contribué à son ascension sociale, la famille Hung n'en est pas moins une ennemie aux yeux de la nouvelle institution. Grandissant dans un environnement aisé, les enfants ont accès à une éducation scolaire et à des activités qui seront bientôt considérées comme élitistes. Ils vont au cinéma, jouent de la guitare, apprennent à parler français. Les plus grands entament des études supérieures et sont amenés à voyager en Occident pour le bien de ces dernières. En somme, la famille Hung, comme de nombreuses familles issues des grandes villes du pays, est aux antipodes du dogme Khmer rouge qui s'en vient à grands pas. Nous sommes alors le 16 avril 1975, à l'orée de la dégénérescence de l'Ancien Monde. Le 17 avril 1975, au terme de près de 8 années de guerre civile, de bombardements et d'actions allochtones sur le territoire cambodgien, Phnom Penh plonge dans les années sombres de la libération. Dans un torrent d'habits noirs, les soldats Khmer rouges entrent dans la ville sous les quelques timides acclamations et la stupeur collective des habitants. La ville s'affaire, de nouvelles menaces de bombardements américains s'en viennent, et la capitale doit être évacuée rapidement, forçant la population hagarde et déroutée à une marche insensée vers les campagnes. Ne comprenant pas bien la situation, Lung traîne des pieds, refusant, sans le savoir,
de manger ce qui sera son dernier véritable repas. Elle observe le reste de sa famille s'empresser de réunir le plus d'affaires possible avant le grand départ. Pendant ce temps, sous la chaleur étouffante du mois d'avril, Phnom Penh se vide dans le vacarme assourdissant des lamentations et du cliquetis des brancards traînés dans les rues. Les 2 millions de Phnom Penhois, enfants et vieillards, malades et robustes, s'engagent dans la marche forcée du grand bond en avant. Nous assistons alors impuissants au déclin de la capitale. Nous entendons l'écho sinistre des ordres aboyés par des soldats âgés d'à peine 15 ans, dont les visages fermés nous donnent un indice quant à la suite de cet événement malheureux. En moins de 3 jours, la capitale est dépouillée de ses habitants. Ce que les Khmers rouges ont présenté comme étant une évacuation nécessaire à la survie des citadins s'est avéré n'être rien de moins que la déportation de ceux jugés comme étant des sous-fifres impérialistes, indignes de porter en eux les origines du grand royaume khmer d'antan. Ainsi, par une antinomie remarquable, ce que les Khmers rouges ont nommé la libération de la capitale ne signifiait rien de moins que l'ébauche du projet macabre perpétré envers ceux qui seront bientôt nommés nouveaux peuples. Il est difficile de ne pas comparer l'exode de Phnom Penh avec la déportation des Juifs d'Europe. Nombreux sont les éléments qui y sont sensiblement similaires. Marche forcée, déplacement en camion et en wagon à bestiaux. Mais à la différence de l'histoire des Juifs d'Europe, menés vers une mort certaine dans les camps de la mort, c'est ici le pays tout entier qui devient un immense camp de concentration. De même que la majorité des habitants des grandes villes, les membres de la famille font doucement connaissance avec l'avenir nouveau qui se dresse devant eux. Ils se voient alors dépouillés de leurs biens, exténués par cette marche absurde sous le soleil brûlant du mois d'avril, terrorisés par les coups de feu et les corps qui commencent à joncher les abords des routes. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle se trouve Lung à ce moment précis, même si je pense qu'il nous est tout bonnement impossible de nous imaginer la détresse d'une petite fille de 5 ans qui se voit contrainte de marcher 7 jours durant, le ventre vide, forcée à porter ses affaires sur le dos. Trois jours après l'exode de Phnom Penh, la famille Hung se heurte pour la première fois à un contrôle de masse. Les soldats armés leur posent des questions d'apparence anodine, mais qui détermineront en réalité le destin de chacun. Toute personne ayant travaillé pour le gouvernement précédent est invitée à s'inscrire sur des listes prétendument destinées à offrir du travail au sein de la nouvelle institution en place. Le père de Lung prend alors la décision de mener sa famille dans une file d'attente composée uniquement de paysans. Autour d'eux, certains pères de famille sont emmenés ailleurs, une crosse de fusil appuyée sur le dos. Une fois leur tour arrivé, les parents de Lung mentent sur le métier qu'ils exerçaient encore quelques jours avant leur déportation, se faisant passer pour une famille de la classe ouvrière dans l'espoir de ne pas être emportés à leur tour par la folie meurtrière qui s'en vient. Au terme de 7 jours de marche forcée, la famille Hung fait la rencontre de l'oncle maternel, qui après avoir eu vent du déplacement de la capitale, a passé la journée entière à sillonner les routes à vélo, espérant tomber sur sa sœur et le reste de sa famille. Exténués, les enfants finissent le voyage à bord de la charrette tirée par l'oncle, et les Hung sont accueillis dans la maison familiale située dans le village de Krang Truop. Mais le calvaire vient tout juste de commencer, et la famille assiste aux premières conséquences de l'idéologie Khmer rouge. Habitants des villes ou villageois, tous doivent demander la permission pour espérer réaliser les tâches les plus anodines. Ainsi, à la manière de la Corée du Nord, que nous avons pu découvrir dans une précédente vidéo et dont j'inclurai le lien dans la description, la population se voit dans l'impossibilité de quitter le village ou la région sans une approbation écrite, délivrée par un cadre Khmer rouge. Impossible également d'inviter chez soi de la famille sans en avoir demandé la permission. Et dans ce monde nouveau, où la délation est mot d'ordre, le silence est de mise. Impossible alors pour la petite Lung de se faire des amis sans risquer de mettre à mal la sécurité de sa famille. Et il en va de même pour les conversations intimes entre membres d'une même famille, puisque dans les nouvelles baraques, construites à la hâte par les nouveaux arrivants eux-mêmes et sobrement constituées d'un toit en paille et d'un sol en terre battue, le secret familial n'a aucunement sa place et risque d'être brisé par des oreilles étrangères ou par l'un des membres de la famille elle-même, soucieux de se faire bien voir par les cadres Khmer rouges qui régissent chaque village. La famille Hung passera près de 2 mois au sein de Krang Truop, avant de se voir forcée à reprendre la route sous le manteau de la nuit et du silence. Certains camarades ont en effet reconnu le patriarche, et la famille est menacée de mort. Ainsi, au terme d'un voyage de plusieurs jours à bord d'un camion, ils parviennent à Onlungtmor, village qu'ils devront quitter une nouvelle fois pour les mêmes raisons. Les Hung finissent par être installés à Rolip,
qui sera le dernier village où l'intégralité de la famille sera réunie. En moins de 9 mois, ces derniers auront connu pas moins de 4 déplacements forcés et 3 hameaux. Et c'est au sein de Rolip que la famille se verra contrainte d'abandonner à jamais sa vie d'antan. À l'occasion d'un tri de masse organisé pour les quelques 500 nouveaux arrivants, les familles sont réunies sur la place principale du village. La majorité de leurs biens sont brûlés, de nouveaux vêtements leur sont attribués, de sobres pantalons et chemises noires ornées d'un cramas rouge et blanc, en symbole de la tradition cambodgienne si chère au parti de l'Ankar. Près de 9 mois se sont écoulés entre la déportation des citadins et l'arrivée de la famille Ung à Rolip, et nombreuses sont les personnes ayant déjà péri sous le nouveau régime. Mais il semble pourtant que c'est ce passage de l'œuvre même qui se fait le symbole de la déchéance certaine de la vie d'antan, et par là même de l'entrée de la famille Ung dans sa nouvelle vie sous le régime de l'Ankar. C'est à l'occasion du premier contrôle de masse que la petite Lung entend pour la première fois ce mot étrange, qui finira par dompter sa vie tout entière, tentant de s'infiltrer jusque dans les méandres de sa pensée. Ankar. Le terme Ankar, signifiant littéralement organisation, est le nom que se donne le parti communiste du Kampuchéa, le fameux PCK dont je vous parlais dans le log 0 de cette vidéo. Contraction de la locution Ankar Padevat, littéralement organisation révolutionnaire, ce terme, dont les définitions peuvent être aussi nombreuses qu'énigmatiques, est au cœur même de la révolution Khmer Rouge. Mais si définir le terme peut se révéler être un exercice périlleux, sa raison d'être n'en reste pas moins certaine, et les Khmer Rouges se servent de ce vocable comme d'une arme divine et omnipotente. L'Ankar voit tout, l'Ankar sait tout, et a droit de vie ou de mort sur les citoyens. Ainsi, cette personnification du régime devient un dieu tout-puissant, auquel chacun doit allégeance et respect. L'Ankar devient alors la seule famille, le père et la mère de tout citoyen. Des termes aussi importants que papa, maman, grand-père, sœur ou oncle se voient alors dénués de leur sens, jusqu'à être totalement abolis pour certains. Toute personne devient alors ni plus ni moins qu'un camarade, faisant partie de la masse informe vêtue d'habits noirs. Et dans cette société, où l'âge n'existe non plus comme résultat du nombre d'années de vie, mais comme somme du temps passé par chacun au sein du régime, les grands-parents deviennent les frères et sœurs cadets de leurs petits-enfants. En astre tout-puissant, l'Ankar devient le seul dieu à aduler. Les diverses religions sont interdites, les temples sont détruits, et les moines se voient contraints d'abandonner leur foi. Ceux qui refusent de se convertir à l'Ankar sont tués ou envoyés dans les champs de mines. Ceux qui acceptent sont condamnés, comme les citadins, aux travaux forcés. Dans son œuvre, Lung Ung nous livre un aperçu de la propagande Khmer Rouge, qui, bien au-delà d'interdire toute religion et d'abolir des termes aussi significatifs que papa ou maman, s'attache à forger de nouveaux mots pour mieux assujettir sa population. L'on voit alors émerger de nouveaux vocables qui viendront remplacer des verbes aussi banals que manger, dormir ou encore travailler. De même, l'on peut observer l'émergence de nouvelles locutions qui, malgré leur apparence simpliste, viennent entacher la vie des citadins jusqu'à les réduire en poussière. Vous m'avez déjà entendu prononcer le syntagme « nouveau peuple » au cours de la vidéo, et cette locution, composée du vocable « nouveau », peut apparaître comme une expression positive au premier abord, mais cette dernière relève pourtant de l'affligeante réalité de la pensée de l'Ankar. Les nouveaux peuples sont les racines rances de la société cambodgienne, de véritables parasites, sous-fifres de l'impérialisme aux yeux de l'Ankar, qu'il convient de rééduquer ou d'exterminer. Et l'un ne va malheureusement pas sans l'autre, puisque l'idéologie considère que tout être humain ayant été souillé par le dogme capitaliste ne peut être intégralement lavé de ses vices passés. Ainsi, par un raccourci hallucinant, étudiants, fonctionnaires, médecins, artistes ou simplement habitants des villes deviennent les nouveaux peuples. Des êtres corrompus par la pensée occidentale qui se doivent de prouver jour après jour qu'ils valent davantage que les morts. Les nouveaux peuples forment ainsi le niveau le plus bas de la société nouvelle imaginée par l'Ankar, et n'ont aucun droit d'action, aucune liberté de parole ou de mouvement. Tous sont soupçonnés de ne pas reconnaître l'autorité suprême du nouvel ordre et se voient dans l'obligation d'effectuer les travaux les plus ingrats. Quant aux minorités ethniques du pays, ces dernières n'ont aucunement leur place au sein du nouveau régime et sont exterminées dès l'entrée des Khmers rouges dans les métropoles du pays. Ces derniers faits sont d'autant plus révoltants que les hauts dirigeants du PCK eux-mêmes ont effectué leurs études en France et font partie, selon l'idéologie qu'ils propagent, des nouveaux peuples qu'ils considèrent comme étant les oppresseurs. Et comme pour pousser plus loin encore la contradiction entre leurs dogmes et leurs agissements,
Ces derniers collaborent avec des pays dont les minorités ont été annihilées par leurs soins sur le territoire cambodgien. L'allocution « nouveau peuple » s'oppose à celle d'ancien peuple, aussi appelé peuple de base. Ce syntagme sert à identifier les héritiers véritables du grand royaume khmer, tant adulé par le nouveau système en place. Selon l'idéologie, les anciens peuples sont ceux qui se sont vus opprimés par les élites bourgeoises et citadines d'antan. Présumés véritables descendants des paysans ayant bâti les célébrissimes temples d'Angkor Wat, ces derniers composent la seconde caste de cette société prétendument sans classe, et ont le droit de vie ou de mort sur les nouveaux peuples. Cette caste est formée par les paysans qui vivaient dans les campagnes bien avant l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, et sont considérés comme le modèle à suivre. Sous le soleil de la révolution Khmer rouge, les anciens peuples ne pâtissent pas autant que les nouveaux peuples. Et malgré le fait que Lung assure ne pas connaître leur mode de vie et leurs diverses tâches au sein du nouvel ordre social, cette dernière n'en remarque pas moins les joues rebondies et les corps sains qui se font les témoins d'une alimentation généreuse et d'un travail moins ingrat. Les nouveaux peuples, eux, connaissent le travail dans les rizières ou les digues, et les mariages forcés dans une société où seul l'amour envers l'Ankar est digne d'exister. Pour éviter à Kui d'être enrôlé dans l'armée, ses parents le forcent à prendre la main d'une jeune fille, issue elle aussi du nouveau peuple, et dont les parents, soucieux de la survie de leur enfant, redoutent qu'elle ne serve au plaisir des soldats Khmer rouges si cette dernière reste célibataire. Suite à ce mariage malheureux, Kui, sa nouvelle femme et Meng, jugés déjà trop âgés pour rester vivre avec leur famille, se voient tous trois contraints de quitter le village de Rolip pour rejoindre un camp de travail pour adultes. Les contacts avec leur famille se font alors rares, une visite toutes les 2 semaines au début, réduite par la suite à une visite tous les 2 ou 3 mois. C'est ensuite au tour de Kiv, la sœur aînée de la famille, de quitter le village pour rejoindre un camp de travail spécialement conçu pour les adolescents. Les journées du reste de la famille sont rythmées de 12 à 14 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, ponctuées de réunions entre membres du village qui durent chaque jour 1 heure au minimum. En dehors des quelques visites de Kui et de Meng, le village de Rolip, comme le reste des hameaux Khmer rouges du pays, reste fermé sur lui-même, sans aucun contact supplémentaire avec l'extérieur. Et tout comme pour Kangchelan, lors de sa vie dans un goulag en Corée du Nord, la nourriture au village est rationnée. Plus une personne travaille, plus sa ration de nourriture sera décente. Et bien logiquement, moins elle travaille, moins elle se verra nourrie. 3 mois après s'être installée à Rolip, la situation des nouveaux peuples empire. Les heures de travail se font plus longues, les rations alimentaires diminuent et l'amaigrissement des membres de la famille se fait de plus en plus évident. Pourtant, les semages sont fréquents et les récoltes abondantes, mais cette nourriture n'est en aucun cas destinée à nourrir la majeure partie du peuple, et la famine sévit dangereusement. 1 an à peine après la prise de Phnom Penh, la malnutrition entrave la croissance des enfants, qui errent, le ventre gonflé et les os à l'air. Et l'autosuffisance, si importante aux yeux de l'Ankar, ne se révèle qu'être une arme de plus pour l'extermination d'une partie du peuple khmer. Le village se transforme rapidement en un véritable charnier humain. Et l'on retrouve ici, en tant que lecteur, l'importance du sens de l'odorat, que nous avons abordé dans le log 1 de la vidéo. Mais les parfums si appétants des sucreries d'antan ont fait place aux odeurs de chair putréfiée, émanant des corps des malheureux qui n'auront droit à une tombe décente. Et du village émanent les effluves âpres des excréments humains. La population n'est alors pas uniquement sujette à la faim et à la fatigue, mais également aux maladies qui viennent emporter avec elles les espoirs perdus. Ainsi, 4 mois après son départ, Kiv tombe gravement malade. Son estomac est distendu, mais elle est forcée à travailler malgré la douleur. Atteinte de dysenterie, la jeune fille d'à peine 15 ans finit par être admise à l'hôpital au cours de la journée. Mais le lieu n'a d'hôpital que le nom, puisque ce dernier n'est en réalité qu'une vieille bâtisse vétuste, au sein de laquelle des centaines de matelas crasseux sont entreposés à même le sol, où les médicaments sont inexistants et où les médecins absents sont remplacés par des personnes dont les compétences sont plus que douteuses. Dans ce nouveau monde imaginé par l'Ankar, où la pharmacopée et la science sont perçus comme des domaines issus du capitalisme, les médicaments ont été remplacés par de la médecine traditionnelle et rudimentaire. Et les véritables médecins ont presque tous été abattus dès l'entrée des Khmers rouges dans les métropoles du pays. Ainsi, chirurgiens, historiens, professeurs ou savants, tous ont été traqués et exécutés, puisque par son dogme aliéné et sa recherche absolue d'une prétendue égalité entre les citoyens, le régime en place entend se débarrasser de toute personne jugée intellectuelle et donc impérialiste par essence.
Kiev finit par succomber à la maladie, quelques instants à peine avant que ses parents n'arrivent à son chevet. Son corps ne leur sera pas rendu, sans doute jeté dans une fosse commune où reposent d'innombrables visages sans nom. Et c'est à cet instant précis que nous rencontrons pour la première fois une part fictionnelle au sein du triste récit de Lung Hung. Cette dernière se traduit ici d'une manière tout à fait singulière et qu'il ne me semble pas avoir déjà rencontrée dans une autre œuvre de témoignage. Dans ces passages en italique, Lung accompagne sa sœur jusque dans la mort, imaginant ses derniers instants en usant de ce qu'elle appelle l'œil de son esprit. À la manière d'un hommage ou d'une caresse sans fin qui tisse un dernier lien immuable avec les disparus, cet accompagnement à la mort s'inscrit dans l'écriture de l'horreur et vient ainsi adoucir ces instants de désespoir sinistre qui se mêlent au champ lexical de la maladie, de la faim, de la mort et du deuil qui alourdissent le récit et nos cœurs. Puisqu'en cet instant précis, nous nous retrouvons comme projetés dans l'esprit même de Lung, que nous accompagnons dans sa souffrance infinie. Et ce n'est malheureusement pas la dernière fois que nous sommes amenés à rencontrer de tels passages. Puisque du haut de son jeune âge, Lung verra s'éteindre 3 autres membres de sa famille. Quelque temps après le décès de Kiev, des soldats emportent le père de famille. Pour la première fois depuis la chute de l'Ancien Monde, Lung voit son père se tenir le dos droit et faire face aux soldats. Là encore, nous retrouvons ces passages à la fois doux et tristes, dans lesquels Lung accompagne ses êtres aimés dans leur mort. Et la disparition de ce père qu'il a tant compris et aimé symbolise le dernier rempart qui empêchait la petite, maintenant âgée de 6 ans, de sombrer dans la douleur et la rage. Vous l'aurez compris, c'est sur cet événement malheureux que repose l'œuvre tout entière. En témoigne le titre de l'ouvrage, qui malgré le fait que Kiev ait été le premier membre de la famille à périr sous le joug des Khmers rouges, s'intitule « D'abord, ils ont tué mon père ». Et ce titre ne nie en aucun cas la dure réalité, mais s'impose comme la vérité d'une fillette dont le père se faisait le symbole de son monde tout entier. Près d'1 an après ce tragique événement, c'est au tour de la mère et de Geek, la cadette de la famille, âgée tout juste de 5 ans, de quitter le monde âpre et austère imaginé par Lankar, qui efface jusqu'à la dernière trace d'espoir en un monde meilleur. Et là encore, nous n'échappons pas à ces tristes passages dont nous nous serions bien gardés, où l'auteur accompagne une fois encore ses êtres chers jusque dans la fosse. La poétique de l'horreur dans le récit de Lung ne s'arrête pas à ces derniers hommages aux membres disparus de la famille, puisque comme dans la plupart des œuvres testamoniales, cette dernière fait partie intégrante de l'ouvrage. En parcourant l'œuvre, nous nous rendons compte, en tant que lecteurs, du changement du rythme et du ton de l'écriture au fur et à mesure que progresse le récit. La tonalité légère et enfantine à l'orée de l'ouvrage se fait progressivement plus mature et lourde. Les phrases se font plus longues et rythment le récit à la manière de tambours sinistres. La petite Lung pleine de vie, dont nous avons fait la connaissance il y a à peine quelques chapitres, semble maintenant bien lointaine et floue, et a fait place à une enfant taciturne, dont la conscience a été forcée à mûrir trop rapidement. Au fil de la lecture, le vocabulaire, d'abord teinté d'une aura naïve, devient alors plus agressif et violent. Les pages semblent avoir perdu de leur blancheur, pour venir se teindre d'horreur et de sang. Nous nous heurtons alors au champ lexical de la mort, de la faim, de l'angoisse et de la cruauté, retrouvant par la même occasion cette éternelle thématique du corps, si typique des littératures testamoniales. Nous nous faisons ainsi les éternels témoins des corps décharnés d'une population hagarde et affaiblie, dont la peau rougie par le soleil atteste de la pénibilité d'un intense travail dans les rizières. Et la poétique de l'horreur passe également par la figure du bourreau, qui affame et assassine une population déjà désorientée par les années de guerre ayant précédé le régime en place. Ainsi, Lung, qui n'ose que rarement regarder dans les yeux les cadres Khmers rouges, entend un jour le nom de Pol Pot, le père du pays, comme le nomme Lankar. Et les rumeurs vont bon train sur celui qui règne dans l'ombre sur le Cambodge depuis l'exode forcé des grandes villes. On dit de ce dernier qu'il a le visage rond, les lèvres charnues et le regard bienveillant. Tant d'attributs qui témoignent de sa santé physique et de la richesse réelle du pays, qui se trouve pourtant plongé dans la misère la plus totale depuis maintenant près de 3 ans. Et si nous n'entendons parler de ce personnage important que tardivement dans l'ouvrage de Lung, c'est que ce dernier, soucieux de protéger son identité, ne se révèle au peuple qu'1 an après avoir pris le contrôle du pays. Son nom devient alors le symbole de la vie volée de Lung. Témoin des pires horreurs depuis l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, cette dernière voue une haine infernale envers Pol Pot, auquel elle attribue à raison la mort de ses proches. Et là encore, nous nous faisons spectateurs de la dégénérescence de l'esprit candide de Lung, qui se voit perverti par la violence environnante. Mais de manière tout à fait contradictoire, c'est le nom de Pol Pot qui contribue à sa survie, puisque c'est en nourrissant sa haine et son esprit de vengeance qu'elle réussit à surpasser la douleur et l'angoisse d'être livrée à elle-même, et qu'elle trouve la force d'avancer.
Fort heureusement, toute la violence dont Lung a été témoin n'a pas eu raison d'elle, mais ces passages, où nous l'accompagnons dans ses pensées les plus sombres, n'en sont pas moins percutants, et attestent avec brio des répercussions que peut avoir l'environnement de vie sur l'esprit d'un enfant. Plongé dans ce monde, où le simple port de lunettes peut signer un arrêt de mort, où l'argent n'a plus aucune valeur, et où l'amour n'a pas sa place, nous observons impuissants la vie d'une enfant honteuse de penser qu'elle pourrait manger son propre chien tant la faim la tourmente. Nous accompagnons cette fillette éteinte jusque dans un camp pour enfants soldats, nous languissant avec elle de la chaleur familiale et de son ancien prénom, lui-même enterré avec les disparus, pour espérer sortir vivante de cet enfer qui la force à effacer jusqu'à son passé. Il me semble avoir déjà lu des critiques que je ne suis pas certaine de pouvoir retrouver, mais que je mettrai en description si d'aventure j'y arrive, où certains lecteurs de l'ouvrage émettaient des doutes quant à la véracité de l'histoire, persuadés qu'une petite fille de 5 ans ne pourrait pas se souvenir aussi précisément des bruits ambiants, des couleurs des habits de sa mère ou de l'odeur d'une soupe chaude fraîchement préparée. Et il est vrai que la plupart d'entre nous peinent à se souvenir aussi précisément de détails concernant notre enfance. Et bien que les littératures du témoignage sont souvent empreintes d'une certaine fictionnalité, ce dernier n'en reste pas moins véridique, puisque comme on a pu le voir dans la vidéo sur Kangcholan, la fiction s'ancre davantage dans l'écriture de l'événement que dans l'invention pure et dure de détails. Au sein de l'œuvre de Lung Hung, cette fictionnalité passe par les passages de l'accompagnement à la mort que nous avons déjà abordés plus tôt, et la précision des détails s'explique par l'ampleur du traumatisme et les conséquences sur sa mémoire à long terme. Il semble alors difficile d'oublier les souvenirs d'une vie agréable après un séjour interminable au centre de l'enfer. D'autant que, pareillement à de nombreux auteurs survivants, Hung signe avec nous un pacte de vérité dès les premières pages de son ouvrage, où elle ne manque pas de remercier son frère Kui, dont les cahiers personnels sur leur vie sous l'encart ont été intégrés au récit écrit par Lung elle-même. Dans cette œuvre, il n'y a donc ni mensonge ni omission, rien que la dure réalité d'une famille parmi d'autres, où la fiction n'a sa place que dans le choix des mots. Par une nuit de janvier 1979, le cauchemar Khmer Rouge prend fin. L'armée vietnamienne, en guerre contre l'Ankar depuis 1978, envahit le territoire du Kampuchea démocratique, jusqu'à arriver au seuil du camp d'enfants soldats où vit Lung depuis maintenant près d'1 an. Sous les bombardements des troupes ennemies, le camp s'embrase, et les enfants s'enfuient sous les lumières rouge-orangées des flammes. Lung prend alors le chemin menant au camp où elle a laissé sa sœur Chu quelques années auparavant. Mais le lieu est désert et plongé dans l'obscurité. La petite Lung, à présent âgée de 8 ans, regagne alors sans espoir la marée humaine désordonnée qu'elle venait de quitter, où elle finit miraculeusement par retrouver Kim, son plus jeune frère, accompagné par Chu. Les 3 enfants réunis entament ainsi une longue marche vers la province de Pursat, où les attend un camp de réfugiés. Malgré le déclin des Khmers rouges, la vie ne se fait pas moins ardue, et la fratrie peine à se nourrir jour après jour, et se sent rejetée par les innombrables familles qui ne sont pas en mesure de leur réserver un accueil approprié. Les 3 enfants passent alors un temps à dormir à la belle étoile, bravant les nuits froides et la faim, avant d'enchaîner les familles d'accueil pour lesquelles ils effectuent des tâches ménagères en échange du gîte et du couvert. Mais 1 mois plus tard, la province de Pursat est sujette à des attaques armées de la part des Khmers rouges, et le camp de réfugiés doit être vidé à la hâte. En avril 1979, alors que l'avenir paraît de plus en plus sombre, Kim revient vers ses sœurs accompagnée de Meng, le frère aîné de la famille, avec qui les 3 enfants partent bientôt rejoindre Kui, qui a pu se défaire de son mariage forcé après la chute des Khmers rouges. À nouveau réunie, la petite famille se compte les années de vie des uns et des autres sous le joug de l'Ankar, sans jamais aborder les sujets les plus sensibles. La mort de leurs parents et de leurs 2 sœurs reste ainsi un sujet tabou, bien qu'ils portent avec amour le souvenir de ces êtres chers en leur mémoire. La famille décide de quitter le camp dans lequel ils s'étaient installés pour rejoindre Bat Deng, le village natal de leur mère, et leur premier lieu de vie après l'exode de Phnom Penh. Ils rejoignent ainsi leur oncle et le reste de leur famille, qui habitent toujours la maison dans laquelle ils avaient été accueillis quelques années plus tôt. Suite à son mariage, Meng prend la décision de rejoindre les États-Unis, accompagné de sa femme et d'un autre membre de la famille, n'ayant malheureusement pas les fonds nécessaires pour espérer s'y installer avec la fratrie au complet. La décision est alors prise d'emmener Lung aux États-Unis, alors que Kui resterait avec Kim et Chu dans leur village maternel. Et cela semble peut-être injuste, mais Lung étant la plus jeune, elle a davantage de chances de s'accommoder au nouveau train de vie qui s'offre à elle. Il est convenu que 5 ans plus tard,
la famille sera à nouveau réunie, mais cette fois-ci sous le ciel américain. Après son arrivée en Amérique, Lung a grandi hantée par les cauchemars de sa vie passée. Tentant d'oublier son vécu traumatique et la regrettable histoire de son pays, elle va jusqu'à renier la famille qu'elle a laissée derrière elle au Cambodge, dans l'espoir vain d'effacer les images d'horreur et les souvenirs de la guerre. Entre-temps, Chu et Kuyi ont fondé leur famille dans le village natal de leur mère. En 1988, Kim a entrepris les démarches pour rejoindre Lung et le reste de la famille installée aux États-Unis. Meng et sa femme ont à leur tour fondé une famille et ont eu 2 filles. Lung, elle, a entrepris des études en sciences politiques et a rejoint un organisme nommé la Campagne pour un monde sans mines antipersonnelles, pour lequel elle est aujourd'hui porte-parole. Avec le temps, Lung a fini par accepter son passé, et plutôt que de renier le mal qui la hante, arrivée aux alentours de la trentaine, elle s'est décidée à en parler, dans l'espoir d'enfin entamer une guérison. 3 jours seulement ont suffi au Khmer Rouge à dépouiller la capitale cambodgienne de ses habitants, et par là même, aux campagnes du pays à devenir un immense champ de la mort durant près de 4 ans. Entre séparation, arrestation, exécution et famine, ayant plus tard servi à dissimuler, ou du moins à minimiser le crime de masse, le pays tout entier a sombré dans un peu plus de 3 années de terreur sous la menace de l'armée des ombres. Durant ces 4 années de misère et de solitude, Lung Ung n'a pu observer son reflet dans un miroir, et le régime totalitaire du Kampuchéa démocratique s'est efforcé d'effacer jusqu'à l'image même de chacun, d'oblitérer les souvenirs, d'éradiquer jusqu'à l'amour et la douceur des bras maternels. Dans son ouvrage, Lung redonne vie aux disparus et une voix à ce pays qui, aujourd'hui encore, refuse le souvenir dérangeant de ces années d'horreur. Après 15 ans à se débattre avec ses démons intérieurs et sa nouvelle identité, loin de son pays natal et de ses proches, Lung Ung ouvre une porte sur le passé et surmonte son traumatisme pour nous livrer l'histoire de ses jeunes années, tout en offrant une sépulture décente à ses proches disparus. Je voyage beaucoup, aux États-Unis et à l'étranger, pour sensibiliser l'opinion publique aux problèmes des mines antipersonnelles et décrire ce qui s'est passé au Cambodge. Parler du génocide me permet de me racheter. J'ai la chance de faire un travail utile et motivant, qui justifie que je sois en vie. Plus je parle de tout cela, moins les cauchemars viennent me hanter. Plus les gens qui m'écoutent sont nombreux, moins je ressens de haine. Bien que ces événements constituent mon histoire personnelle, ils reflètent ce qu'ont vécu des millions de Cambodgiens. Cette histoire est également la leur. Et bien que je vous ai conté aujourd'hui l'histoire de Lung Ung en restant la plus fidèle possible à ses écrits, il m'est impossible d'aborder l'entièreté de l'œuvre en une seule vidéo, et nombreux sont les détails manquants. Alors je ne peux que vous encourager à lire cette œuvre dont vous retrouverez comme d'habitude le lien dans la description. Et pour ceux qui ne trouveraient pas la motivation de lire, je rappelle que le film D'abord ils ont tué mon père est présent sur Netflix. Ce dernier reste très fidèle à l'ouvrage et vaut vraiment le détour. Je vous laisse également en description les liens menant aux réseaux sociaux et au site internet officiel de Lung Ung, qui mériterait d'être plus connus. Je vous appelle tout de même à rester respectueux envers cette dernière si d'aventure vous venez à la suivre sur les réseaux. Je vous inclus également en description le site officiel de la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles, si jamais cela vous intéresserait de creuser le sujet un peu plus loin. Je profite également de ce court aparté pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo de prévue pour le mois d'août. Je vous retrouverai donc le premier mercredi du mois de septembre, où j'espère vous voir nombreux. En attendant, vous pouvez suivre mon travail sur Instagram, où je resterai active. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et bonnes vacances à tous.